Eh bien, bonjour à vous, bonjour à ceux qui nous regardent. Merci d'être présents. Nous sommes aujourd'hui en présence de Corinne Toreken. Bonjour à vous, Corinne Toreken. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et sociales, professeur à l'ULB, chercheuse au GERN. Alors, vos domaines, l'islam et les musulmans en Belgique. Et tel sera le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Alors, pour ce faire, nous partons de votre dernier livre publié aux éditions Université Libre de Bruxelles, intitulé Islam de Belgique. Alors, tout d'abord, expliquez-nous le titre. Pourquoi Islam au pluriel? Oui, donc brièvement peut-être, en fait, c'est à la fois un double constat, mais aussi d'une certaine manière un double pied de nez. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, vouloir un petit peu mettre le mot islam au pluriel, c'est simplement montrer l'extrême diversité des communautés musulmanes, des populations musulmanes en Belgique, et que ce soit en termes, justement, en termes d'école juridique, en termes de courant de pensée, en termes de pratiques religieuses, en termes de participation politique, en termes de genre aussi, en termes de génération, il y a toute une série, en fait, de clivages. Alors, le terme clivage est peut-être fort, mais il y a toute une série de discussions, de débats. Il y a évidemment parfois des questions qui font plus consensus que d'autres, des questions qui suscitent plus de mobilisation que d'autres, mais il y a aussi des lignes de fragmentation. Donc, c'était un petit peu, si vous voulez, ouvrir cette boîte, et notamment pour l'opinion publique non musulmane, qui a parfois tendance à voir, excusez-moi un peu de l'expression, mais à voir les musulmans comme tous identiques, tous pareils, et un petit peu voir un package, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'était revenir sur toutes ces questions-là. Et puis, le double pied de nez, c'est aussi par rapport à une partie qui n'est sans doute pas à négliger, justement au sein de cette opinion publique non musulmane, qui a du mal. Il y a vraiment du mal à appréhender l'islam comme étant aujourd'hui aussi une caractéristique de la Belgique contemporaine, de considérer que les populations musulmanes sont enracinées, installées définitivement, et que donc l'islam, c'est aussi une réalité belge. Très bien. Une question qu'on ne pose pas souvent aux auteurs, mais que je trouve pertinente. Quel est l'intérêt de publier un tel livre? Alors, l'intérêt, en fait, a été de vouloir deux choses, de faire un petit peu le point. C'est certainement pas à vous que je vais expliquer que nous avons un débat public sur justement la question de l'insertion de l'islam en Belgique qui est très tendu, qui est très polarisé. Donc, l'objectif qui a guidé ce livre, c'était de créer un outil qui permette à toute une série de personnes de pouvoir faire le point sur cette question-là et d'ouvrir. J'ai choisi de faire l'ouvrage, de monter l'ouvrage à partir de toute une série de questionnements qui sont autant de questionnements qui ont été des débats publics, l'histoire de l'immigration, la participation politique, la radicalisation évidemment aussi parce qu'on en parle beaucoup. Donc, de faire le point sur toute une série, les pratiques religieuses, de faire le point sur toute une série de questions, et puis aussi parfois de rassembler des travaux que j'avais pu publier un peu partout, en prenant le soin évidemment de les approfondir pour la publication de l'ouvrage, c'est important quand même, et parfois aussi de publier des recherches, des travaux qui, à faute de temps, parfois n'avaient pas été publiés auparavant. Très bien. Alors, j'ai pu lire le livre, et dans le livre, vous dressez en quelque sorte l'historique de la présence des musulmans en Belgique. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, j'aime bien revenir sur cette histoire parce que, alors moi j'ai entendu cette phrase de Rachid Benzine, peut-être qu'il
il la tient de quelqu'un d'autre, mais moi je la lui emprunte beaucoup, hein, je lui dois beaucoup de droits de propriété intellectuelle, parce que je reprends toujours cette phrase dans mes cours ou dans mes formations, quand on ne connaît pas son histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et il y a aujourd'hui, on est dans des sociétés de l'instant, hein, on a le flux d'informations en continu sur nos téléphones. Et parfois, l'histoire, mais justement, je pense qu'on se raconte des histoires. Et donc, revenir sur cette histoire de l'immigration, c'est ancrer c'est ancrer une trajectoire de rappeler que cette immigration, elle a été voulue par les décideurs politiques, qu'on l'a souvent considérée comme étant temporaire pour toute une série de raisons, que alors qu'on a eu un débat public au début des années 2000 sur là, j'utilise véritablement des guillemets, ce ne sont pas mes mots à moi, sur un débat sur l'échec de l'intégration. Rappeler que les politiques d'intégration ont été, pour ce qui concerne la Belgique, relativement tardives, hein, avec des conventions migratoires qui datent de 1964, une immigration qui est d'ailleurs antérieure à ces conventions, mais des politiques d'intégration qui émergent tout doucement à la fin des années, fin des années 80, des années 80, donc plus ou moins des années 90, 1996 pour le décret de la région wallonne, et puis les débuts des années 2000 pour l'Inburgering flamand, les décrets cohésion sociale à Bruxelles, donc quand même des politiques d'intégration relativement tardives. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important à la fois pour les populations musulmanes de revenir sur cette histoire. Je reste marquée, on fait une recherche sur les jeunes. Pour le moment, je reste assez marquée que peu de jeunes connaissent l'histoire migratoire de leurs parents ou de leurs grands-parents, ou en connaissent vraiment des grandes lignes, hein, mais pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, il y a des ouvrages magistraux qui ont déjà été faits sur cette question-là. Et puis, pour la population musulmane, de revenir sur les choix politiques qui ont mené à cette présence, qui n'est pas une présence fortuite. Un appel donc à connaître un peu plus sur nos origines. Alors, parlons désormais de la situation actuelle des musulmans. Quel est l'état des lieux au niveau des courants présents en Belgique, de la pratique religieuse des musulmans en Belgique? Mais ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est quand même une diversité importante. Alors, je vais peut-être me centrer justement sur la question des pratiques religieuses. On a pu, avec ma collègue Ilke Adam, mener une recherche pour la Fondation Roi Baudouin, une recherche qui est beaucoup plus longue d'ailleurs que le chapitre qui résume l'une des parties qui porte sur les pratiques religieuses. Et le rapport est disponible en ligne, donc les personnes que ça intéresse peuvent tout à fait retrouver ce rapport en ligne pour approfondir d'autres questions. Mais sur les pratiques religieuses, on a pu, au départ d'une démarche quantitative, là pour le coup, faire toute une série d'observations. Alors, ces catégories de pratiques religieuses, elles ne visent pas du tout à enfermer, et ce n'est d'ailleurs pas du tout ce qu'elles font, à enfermer les personnes de confession musulmane dans des stéréotypes de très pratiquants, moyennement pratiquants, pas pratiquants du tout. Par contre, ce qui était intéressant de montrer au départ d'une méthode quantitative, c'est que toutes ces pratiques religieuses, puisqu'on les a mesurées, puisqu'on a posé les mêmes questions à l'ensemble de l'échantillon, elles ne se regroupent pas entre elles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français dans le texte? Ça veut dire que les personnes qui disent toujours respecter la prière, hein, alors on n'a pas différencié entre les 5 prières à heure et à temps et le fait de les rassembler éventuellement, parce que là, ça devient vraiment difficile pour une mesure quantitative. Eh bien, ces mêmes personnes ne consomment peut-être pas forcément tout le temps halal. Que les mêmes qui disent respecter le jeûne du Ramadan, du mois de Ramadan, ne sont pas celles qui se retrouvent forcément, celles qui disent toujours respecter la prière.
et ainsi de suite. Pareil, alors sur une question qui est peut-être plus sensible et vraiment plus anecdotique aussi, mais qu'on retrouve quand même sur la question de l'alcool. Et donc, ce que moi j'ai fait par rapport à ce travail-là en parallèle, c'est mener des entretiens qualitatifs sur les pratiques religieuses et montrer effectivement bien la diversité de ces positionnements et à quoi ça mène. Eh bien, tout simplement au fait qu'on peut dire qu'il y a une hybridation des pratiques religieuses, il y a une multiplicité d'être et de façons d'être, de pratiquer la religion musulmane, autant de manières, je vais caricaturer un peu, autant de manières d'être musulmans et musulmanes qu'il y a de musulmans et de musulmanes. Et je trouve que ça mène à deux conclusions. Encore une fois, d'ouvrir cette boîte pour l'opinion publique non musulmane qui a parfois véritablement justement l'impression que c'est un package complet. Et au sein aussi des communautés musulmanes, il faut aussi reconnaître qu'on a ou des courants qui estiment qu'il n'y a qu'une seule façon d'être musulman et musulmane, qu'une seule bonne façon, cette façon étant évidemment la leur, et de montrer que malgré cela, il y a une multiplicité et une individualisation du fait religieux, un rapport autonome entre le croyant et son créateur. Ouais, merci. Parlons un peu de l'actualité désormais. Bon, il a été beaucoup question des musulmans et de l'islam en pays en Europe, notamment en France, mais restons en Belgique. Quels sont, à votre avis, les enjeux actuels pour les musulmans en Belgique? Alors, j'en vois plusieurs qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Le premier, c'est le nœud dans lequel on est aujourd'hui entre pierre et l'enclume. L'enclume étant ce courant qui, je le pense véritablement, mais ce n'est pas simplement le penser, en termes de chiffres, c'est tout à fait clair et c'est tout à fait évident. Ce courant djihadiste violent qui est présent, qui se sert à la fois de la géopolitique, des sentiments de persécution, etc., pour sa propagande, et de l'autre côté, une opinion publique européenne. Alors, on le voit très clairement en France aujourd'hui, où je pense que le débat a atteint quand même des éléments extrêmement inquiétants. Et ça rebondit pour partie, c'est encore relativement limité, mais il y a quand même des éléments qui pourraient rebondir en Belgique. Donc une opinion publique qui est véritablement chauffée à blanc par ces attentats et où le réflexe est celui de la généralisation, de la suspicion, de la méfiance. Et la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on sort de ça? Comment est-ce qu'on sort de ça entre à la fois des processus de discrimination qui existent et qui sont réels en Belgique et qui sont multiples, qui prennent pied à la fois dans les sphères du logement, de l'emploi, des loisirs, etc., de l'école. Je pense qu'il y a suffisamment de travaux qui les démontrent. Et en même temps, une posture contractée sur le dogme. Et l'un des courants théoriques qui peut nous aider là-dedans, c'est la question de la religiosité réactive, où un groupe qui est sur son identité, parce que qu'est-ce qu'on voit, je reviens sur l'enquête qu'on est en train de mener sur les jeunes, ils s'identifient très fortement comme étant musulmans. C'est vraiment une identité première. Alors elle n'est pas, c'est important aujourd'hui de pouvoir le dire, elle n'est pas antinomique d'une identification en tant que belge ou en tant que bruxellois, parce qu'en l'occurrence, ce sont les jeunes bruxellois avec lesquels on parle. Donc, ce ne sont pas des identités qui sont forcément exclusives. Mais en tout cas, cette identité musulmane, elle est importante. Et la question, c'est comment est-ce qu'un groupe qui voit son identité blessée au sens
du philosophe Axel Honneth, de sa question de la reconnaissance, de l'estime sociale, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une partie du débat public qui considère que l'islam, c'est plutôt une menace, plutôt un problème, ce n'est pas une richesse, et les musulmans sont donc les corollaires de tout ça. Comment est-ce qu'un groupe, ou des groupes qui voient leur identité blessée pratiquement dans les débats publics, peuvent continuer à avancer sur, sans aucun doute, des questions de réforme du dogme. Alors de réforme, moi je vais vraiment de mes compétences, mais de débat, de mise en débat de certains aspects du dogme. Et ça me permet d'ajouter un deuxième élément, donc cette espèce de nœud entre la stigmatisation qui existe et les crispations identitaires qui peuvent avoir lieu en retour. C'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf. C'est qui est arrivé en premier, c'est très compliqué. Mais en tout cas, il y a un élément aussi qui, moi, m'apparaît comme étant un enjeu au sein, ce qu'on voit en termes, ce qu'on a pu voir dans la fameuse enquête de la Fondation Roi Baudouin que j'ai déjà citée, c'est que qui a été faite avant les attentats de Charlie Hebdo. Je pense que c'est important quand même de le préciser d'un point de vue méthodologique. Et moi, je ne suis que désireuse de pouvoir reproduire l'enquête, si on nous accorde des financements pour le faire. C'est que les valeurs politiques, la question de la démocratie, de la liberté d'expression, de toutes les questions politiques, elles sont acquises. Elles font l'objet d'un consensus. Un consensus, ce n'est pas le bon mot, mais d'une vision favorable pour une extrême majorité des personnes qui nous ont répondu. Par contre, d'autres questions faisaient l'objet plutôt d'un désaccord et d'un refus. Ce sont toutes les questions qui sont liées à la sexualité et à toutes les questions autour de ce que j'appellerais l'éthique de la vie, l'avortement, l'euthanasie, etc. Et là, il y a effectivement un champ d'ouverture, un champ de questionnement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, moi j'ai justement une doctorante qui travaille sur ces questions-là, c'est intéressant de voir l'apparition d'acteurs, et souvent d'actrices d'ailleurs, de confession musulmane, qui sont pratiquantes et qui s'affirment comme telles et qui travaillent sur ces questions-là. Donc vous voyez, en quelques minutes ensemble, en fait, on vient d'esquisser une extrême diversité de positionnements entre des personnes qui ont un positionnement très fermé sur ces questions-là et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des segments de la population non musulmane. Je pense que je l'ai dit en cours, comme vous avez eu cours avec moi. Moi, j'habite à... Je peux vous assurer que je vois ces crispations aussi sur ces questions-là. Et puis toute une série d'acteurs et de personnes qui se positionnent de manière tout à fait différente sur ces questions-là. Rien que ça ouvre en fait un continuum de positionnement dans ce qu'on appelle souvent faussement la communauté musulmane. Bien, merci Corinne Torrican pour votre intervention fort enrichissante. Merci au public d'avoir été présent, de nous avoir écoutés. Je recommande vivement au public de lire votre dernier ouvrage, donc Islam de Belgique, publié aux éditions Université Libre de Bruxelles. Merci à vous encore une fois. Merci à vous pour cette occasion. Merci. Et à très bientôt sur votre chaîne.